Entre diplomatie de l'ombre et débâcle industriel, le paradoxe d'une Allemagne en mutation. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui marquent ce vendredi 17 avril. Nous ouvrons ce journal sur une lueur d'espoir, bien que fragile, au Proche-Orient. Depuis minuit, un silence inhabituel règne entre Israël et le Liban, brisé seulement à Beyrouth par les détonations de joie et les éclats de feux d'artifice célébrant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu tant attendu. Cette accalmie diplomatique semble s'étendre au-delà des frontières libanaises, puisque le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'un sommet imminent avec l'Iran pourrait avoir lieu dès ce week-end. Ce rapprochement, médiatisé par le Pakistan, porte sur les dossiers épineux du programme nucléaire iranien et de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Téhéran semble pour la première fois envisager un compromis en acceptant d'expédier une partie de son uranium hautement enrichi hors de ses frontières, exigeant en retour des garanties onusiennes contre toute agression future. Toutefois, si Washington affiche un optimisme de façade, l'ombre du scepticisme demeure. L'armée israélienne maintient sa présence dans une zone de sécurité au sud du Liban, et le Hezbollah n'est pas formellement signataire de cet accord, ce qui laisse planer la menace d'une rupture soudaine de cet équilibre précaire. Pendant que la diplomatie s'active au Levant, une autre forme de blitz médiatique se joue au cœur de l'Europe, à Budapest. La Commission européenne semble avoir entamé une course contre la montre avec la Hongrie. Alors que le nouveau gouvernement de Péter Moria n'est même pas encore officiellement formé, Bruxelles dépêche dès aujourd'hui une délégation dans la capitale hongroise. Derrière l'agenda officiel qui mentionne les fonds européens gelés et la position sur l'Ukraine, se cache une manœuvre politique d'une rare intensité. L'appareil bruxellois, dirigé par Ursula von der Leyen, entend profiter de ce moment de transition pour ramener la Hongrie dans le rang. Le levier est de taille, avec 17 milliards d'euros bloqués, dont 10 milliards issus du fonds de relance post-pandémie qui avait été soustrait à Viktor Orban. Ce dernier, bien que sur le départ, maintient son veto sur l'enveloppe de 90 milliards d'euros destinée à l'Ukraine et boude les sommets informels. Bruxelles cherche donc à verrouiller les engagements de la nouvelle administration avant même qu'elle ne prête serment, illustrant une volonté farouche de neutraliser toute velléité de dissidence magyare. Sur le front intérieur allemand, le ciel s'assombrit pour le secteur aérien et industriel. La Lufthansa vient de porter un coup de massue symbolique et économique en annonçant la cessation immédiate des activités de sa filiale CityLine. Ce ne sont pas moins de 27 appareils qui seront retirés du service dès cette semaine, tandis que la majeure partie du personnel se retrouve mise à pied. Si la direction invoque officiellement l'envolée des prix du kérosène et le coût des mouvements sociaux, cette décision révèle une stratégie de restructuration brutale. Le groupe accélère le transfert de ses activités régionales vers sa nouvelle entité, City Airlines, dont les coûts d'exploitation sont nettement inférieurs. Pour les syndicats, c'est un signal d'alarme majeur. Au-delà des simples revendications salariales, c'est la survie de la marque historique et de son modèle social qui est en jeu, face à une direction prête à tout pour briser la résistance syndicale. Cette crise de confiance se double d'une controverse croissante sur l'utilisation des deniers publics. Alors que le système de santé allemand, la GKV, crie famine et que le gouvernement prépare des réformes de rigueur pour les assurés nationaux, le ministère du Développement continue de financer généreusement des projets internationaux. L'opinion publique s'émeut de voir 90 millions d'euros alloués à la Tanzanie pour son système de santé ou des fonds investis dans les pistes cyclables de Lima, au Pérou. Le ministre des Affaires étrangères, M. Vadefou, semble engagé dans une surenchère budgétaire avec sa collègue du développement, Mme Radouane, pour multiplier les promesses de dons à l'étranger. Lors de la récente conférence sur le Soudan à Berlin, la contribution allemande a été discrètement rehaussée à 212 millions d'euros. Ce contraste saisissant entre l'austérité imposée aux citoyens allemands et la magnanimité étatique sur la scène internationale nourrit une rancœur politique que les partis de la coalition peinent à contenir. Au sein même du gouvernement, les tensions atteignent un point de rupture. Le ministre des Finances, M. Klingbeil, bloque actuellement plusieurs réformes énergétiques cruciales portées par Katharina Reich. Le litige porte sur la réduction des subventions solaires et l'expansion des centrales à gaz, des piliers que la ministre Reich juge nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement et réduire les coûts. Cependant, le camp social-démocrate, influencé par les lobbies de l'éolien, refuse toute modification des privilèges accordés aux énergies renouvelables.
Ce blocage idéologique paralyse la politique énergétique du pays, au moment où l'industrie réclame une vision claire et des tarifs compétitifs. Le paysage politique régional subit lui aussi des secousses sismiques. En Rhénanie-Palatinat, une manœuvre parlementaire suscite l'indignation. Les partis traditionnels tentent de modifier la constitution de l'État pour relever le quorum nécessaire à la création de commissions d'enquête. L'objectif est limpide, empêcher l'AfD, forte de ses 24 mandats obtenus en mars, de lancer seule des investigations, notamment sur la gestion de la crise sanitaire. Plus au nord, dans le Schleswig-Holstein, la CDU de Daniel Günther subit une chute dramatique dans les sondages, tombant à 33% contre 43% lors des dernières élections. Ce déclin profite directement à l'AfD, qui atteint 15%, signalant que le cordon sanitaire et la rhétorique habituelle ne suffisent plus à retenir un électorat lassé par les compromis avec les Verts. Le vent tourne également en matière de politique environnementale urbaine. À Leipzig, la ville a décidé de supprimer sa zone environnementale, autorisant à nouveau les véhicules sans vignette verte à circuler. Les autorités constatent que les seuils de pollution sont respectés depuis des années sans que la contrainte ne soit plus nécessaire. Ce mouvement de dérégulation se retrouve amplifié en France, où l'Assemblée nationale et le Sénat ont acté la suppression des zones à faibles émissions dans 25 agglomérations. Pour le président Macron, c'est un revers cinglant face à une opposition qui dénonce une chicane sociale contre les travailleurs et les familles modestes. Ce retour au pragmatisme automobile marque peut-être la fin d'une ère de contraintes écologiques jugées punitives par une large partie de la population européenne. Enfin, l'économie réelle rattrape les géants de l'industrie. Bosch, fleuron de l'ingénierie allemande, annonce ses premières pertes depuis la crise de 2009. Avec un résultat négatif de 400 millions d'euros, le groupe paie le prix fort de sa restructuration, prévoyant la suppression de 22 000 postes dans sa branche automobile. Ce marasme industriel est exacerbé par une transition énergétique qui peine à convaincre les chiffres. Hier, à l'heure de pointe, alors que l'Allemagne consommait 74 gigawatts, les 30 000 éoliennes du pays n'en fournissaient que 5. À la tombée de la nuit, le pays a dû importer 14 gigawatts à prix d'or pour éviter le blackout, illustrant la dépendance persistante aux énergies conventionnelles et aux voisins européens, malgré les milliards investis. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.